Les bougies de l'Assemblée d'Aldir étaient allumées depuis 1 heure. Et déjà, Hesper Whitgrove avait appris la forme exacte de l'invisibilité. C'était une chose particulière. Elle avait des angles et une température. Elle se tenait un peu derrière la chaise de la duchesse douairière de Kelvin Ridge. C'était près du courant d'air froid de la porte du passage. Elle tenait un châle de rechange en laine de Norwich grise. Il sentait légèrement la lavande et le vieux cèdre. La salle était pleine, peut-être 200 personnes. La musique montait et la musique descendait. Les pieds se déplaçaient sur le sol bondé. Et au milieu de tout cela, pendant toute la première heure, pas un seul regard n'avait trouvé son visage et ne s'y était attardé. Elle avait compté. C'était une mauvaise habitude, ce comptage. Un regard d'un laquais de passage qui voulait savoir si la vieille duchesse avait besoin de quelque chose. Un autre d'une matrone qui l'avait prise pour une femme de chambre et qui avait détourné les yeux, satisfaite. C'était tout. 2 regards en 1 heure, et aucun n'avait été pour elle. Cela ne la dérangeait plus autant qu'avant. Et cela l'effrayait un peu quand elle y pensait. À côté d'elle, la douairière était assise très droite. C'était une petite femme âgée en soie gris-violet. Ses bagues flottaient sur ses doigts fins. Sa canne en ébène était accrochée au bras du fauteuil. Tabitha, la duchesse douairière de Kelvin Ridge, avait 81 ans et ne manquait rien. Elle observait la pièce comme un général observe une vallée. « Il parle encore de lui », dit la vieille femme sans tourner la tête. « On le sait toujours, les éventails se lèvent. » Hesper suivit son regard. Près de la cheminée, 3 jeunes femmes avaient penché leur tête l'une vers l'autre. Leurs éventails peints se soulevaient juste assez pour cacher leur bouche. L'une d'elles jeta un coup d'œil vers les grandes portes, puis revint, avant de rire derrière la soie. « À propos du duc, » dit Hesper doucement. « À propos de mon petit-fils. » « Oui. » La bouche de la douairière s'amincit. Elles viennent dans ces salons chaque saison, espérant que le silencieux duc de Kelvin s'oubliera et apparaîtra. Il ne le fait jamais, alors elle l'invente à la place. Il est plus facile d'aimer un homme qui n'est qu'une rumeur. 2 ans, avait-on dit à Hesper. 2 ans qu'Everett, le 9e duc de Kelvin, ne s'était pas montré dans un lieu public. 2 ans qu'il n'avait pas dit plus de quelques mots à quiconque, en dehors de sa propre maisonnée. Le comté avait arrangé l'histoire à sa convenance. Il était devenu fou de chagrin. Il avait été défiguré. Il se confinait dans une seule aile fermée à clé et laissait la grande maison pourrir autour de lui. Rien de tout cela n'était vrai. Hesper vivait à Fen Knoll depuis 2 ans, et elle savait que la maison ne pourrissait pas. Elle n'avait jamais vu le visage du duc. « On dit qu'il n'a pas parlé depuis la mort de son frère », dit-elle. « On dit beaucoup de choses. » Les doigts de la douairière se refermèrent sur la canne. Il parle. Il me parle quand il le décide. Il parle à son intendant des canalisations et du bois. Il a simplement cessé de dire tout ce qui lui coûte. Elle se tut un instant. C'était Kit qui parlait, mon plus jeune petit-fils. Il parlait assez pour eux deux. Quand il est parti, la parole a quitté cette maison comme l'eau d'une cruche fêlée. Hesper ne dit rien. Elle avait appris que le chagrin de la douairière, comme le sien, préférait le silence à la sympathie. La musique changea. Une contredanse se forma. 2 longues lignes, et la jeune femme près de la cheminée prit la tête du groupe. Elle était belle d'une manière qui semblait réorganiser les pièces autour d'elle. Grande, blonde, une colonne de sarcenet rose pâle. Son menton était levé comme si elle était déjà dans un meilleur endroit. Toutes les têtes près du feu se tournèrent pour la suivre. « Lady Genevieve », murmura la douairière. Et il y avait toute une histoire contenue dans ces 2 mots. La fille de ma défunte fille, l'aînée de Brackhawth. Elle s'entraîne à être duchesse de Kelvin depuis qu'elle a 16 ans. Un son sec, pas tout à fait un rire. Elle danse très bien. Cela ne lui a servi à rien du tout. Hesper regarda Lady Genevieve descendre la ligne, radieuse, sûre d'elle. Elle sentit la vieille douleur inutile de la comparaison et la remit à sa place. Elle avait 22 ans. Elle possédait une seule belle robe, teinte 2 fois. Son père avait été un homme intelligent, doux et désastreux. Il étudiait les coléoptères et oubliait le loyer. Et quand il est mort, il lui a laissé 400 livres sous la garde d'un tuteur qui ne l'aimait pas. Elle avait appris le latin, le nom des plantes et comment faire durer un shilling. Rien de tout cela n'était le genre de choses qu'une pièce comme celle-ci pouvait voir. « Vous ruminez, » dit la douairière. « Je peux l'entendre. Je tiens votre châle, votre grâce. Vous tenez mon châle et vous ruminez. Les 2 ne sont pas incompatibles. » La vieille femme se tourna alors. Ses yeux vifs et pâles, si semblables au portrait de la galerie de Fen Knoll,
se fixèrent sur le visage d'Hesper. Vous n'aimez pas ces salons. Je n'y ai pas ma place. C'est différent de ne pas les aimer. Est-ce si différent? Un peu. Hesper ajusta le châle sur son bras. Ça ne me dérange pas de ne pas être vu. Ce qui me dérange, c'est de prétendre que je m'attends à l'être. La douairière la regarda un long moment. Quelque chose bougea sur son vieux visage, rapide et chaleureux, puis disparut. Oui, dit-elle, vous êtes gaspillé à porter mes affaires, Hesper Whitgrove. Je le pense depuis 1 an. Je commence à croire que je vais devoir y faire quelque chose. Hesper ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Elle avait appris cela aussi. Quand la douairière voulait que vous sachiez quelque chose, elle vous le disait, et pas 1 heure avant. Elles restèrent encore 40 minutes. La douairière prit un seul verre et refusa le souper. À 11 heures, sa canne quitta le bras du fauteuil. Hesper alla chercher la voiture, et elles sortirent dans la nuit froide d'octobre. 2 femmes que personne n'était venu voir. Le trajet du retour faisait 8 miles de chemin sombre. La douairière dormait, ou faisait semblant. Hesper regardait les haies défiler. Elle pensait sans le vouloir à la lettre arrivée il y a 3 jours. Elle reposait maintenant au fond de sa boîte à ouvrage, comme une pierre. Elle venait de son tuteur, M. Josiah Pell de Gay Street, à Bath. Il avait épousé la sœur de sa mère. En plus d'un cabinet d'avocats médiocre, il avait hérité de la gestion de la petite fortune d'Hesper. Il disposait de sa personne jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans ou qu'elle se marie avec son approbation. La lettre était brève. M. Pell écrivait qu'il lui avait trouvé une situation plus convenable qu'un service de dame de compagnie. Il écrivait qu'un gentleman fortuné avait eu la bonté d'exprimer un intérêt. Il écrivait qu'elle devait se tenir prête à retourner à Bath avant Noël. Et il espérait qu'elle montrerait à cette occasion un juste sens de ce qu'elle devait à ceux qui l'avaient abritée. Le gentleman fortuné s'appelait M. Rufus Croom. Hesper l'avait rencontré 1 fois, 3 ans auparavant. C'était avant que la douairière ne la sorte de cette maison froide de Gay Street. M. Croom était un prêteur sur gage, un marchand de vin, et un homme qui se nettoyait les ongles à table avec la pointe de son couteau. Il avait 50 ans. Il riait de ses propres remarques et surveillait pour s'assurer que vous riez aussi. 1 fois, dans l'embrasure d'une porte, il avait posé sa main à plat dans le creux de son dos. Il y avait laissé 3 secondes de trop et lui avait souri en le faisant. M. Pell ne voulait pas l'argent de Croom. Pell voulait les relations de Croom. L'échevin, les contrats et les invitations qui accompagnaient l'amitié d'un homme riche et vulgaire. Hesper était la monnaie avec laquelle il comptait les payer. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à la douairière. Elle avait retourné le problème dans tous les sens et n'y avait trouvé aucune issue. Elle était majeure, oui, mais ses 400 livres restaient entre les mains de Pell jusqu'à ce qu'il les libère. Et il ne les libérerait que pour un mariage de son choix. Si elle refusait, il ne lui resterait que les vêtements qu'elle portait, et 2 ans de bonté sur lesquels elle ne pouvait pas compter éternellement. La douairière avait 81 ans. À sa mort, Fenknoll reviendrait à un homme silencieux, qui ne connaissait pas le nom d'Hesper. Et Hesper serait une étrangère sous son toit, sans aucun endroit où aller. Elle avait 400 livres qu'elle ne pouvait pas toucher, 1 seule robe et beaucoup de latin. La voiture passa les grilles de Fenknoll. Un peu avant 1 heure, elle aida la douairière à rejoindre sa chambre et sa femme de chambre. Puis elle monta l'escalier de service jusqu'à sa petite chambre sous les combles, et elle ne dormit pas. Elle resta allongée et écouta la maison. Le craquement du vieux bois, un chien qui aboya 1 fois, au loin. Et du côté ouest, le son qu'elle avait appris à reconnaître, sans jamais y associer un visage. L'ouverture d'un seul volet. Le duc ne dormait pas non plus. Elle l'avait compris des mois auparavant. Quoi qu'il fasse aux petites heures du matin derrière sa vitre, il le faisait éveiller. Elle se leva avant le jour. Elle le faisait toujours. Le feu de la cuisine était couvert, mais encore vivant. Madame Sturge, la gouvernante, ne descendrait pas avant 1 heure. Hesper se coupa un quignon du pain de la veille. Elle prit la pelle en fer blanc sur son clou et sortit par la porte de l'arrière-cuisine, dans le froid. L'aube à Fenknoll arrivait, grise et lente, depuis les collines du Shropshire. Elle se levait sur un lac couleur d'étain et un parc aux couleurs fauves de la fin de l'année. L'air sentait le gel, la fumée de bois et, faiblement, la porcherie située plus à l'est. Hesper traversa les pavés mouillés de la cour inférieure, la pelle sous le bras. Son souffle formait un petit nuage devant elle. Les poules l'entendirent avant de la voir et commencèrent leur douce complainte.
Le poulailler se trouvait dans un angle de l'ancienne aile de la cuisine. C'était un carré de terre battue avec un pommier penché. Il était clos sur 2 côtés et ouvert sur le 3e, donnant sur le pré et le lac au-delà. Quand Hesper était arrivé à Fencknoll 2 ans plus tôt, c'était une ruine. Une douzaine de volailles dépenaillées couraient en liberté. La moitié d'entre elles étaient dévorées par le renard chaque hiver. Le poulailler était effondré, l'eau était verte. Personne n'y avait touché depuis des années. Ce gaspillage l'offensait. Elle avait demandé à la douairière. La douairière l'avait regardé étrangement un instant, puis avait dit « Faites-en ce que vous voulez. Personne ne vous arrêtera. » C'est ce qu'elle avait fait. Elle avait réparé le poulailler de ses propres mains avec l'aide de Thomas le jardinier. Elle avait trié, acheté et élevé jusqu'à ce que le cheptel compte 30 têtes et soit rentable en œufs. Elle n'en avait nommé aucune, car on ne nomme pas ce que l'on pourrait avoir à tuer. Mais elle les connaissait toutes malgré tout. La vieille poule tachetée qui tyrannisait les autres. Les 2 poules naines. Le coq noir à la crête déchirée qui se prenait pour le maître du monde. Elle lança la première pelletée au loin, comme on le fait pour empêcher les plus forts de chasser les plus faibles. La cour s'emplit du joyeux vacarme des poules qui mangeaient. Le givre fumait sur le toit du poulailler. Quelque part au-dessus du lac, un héron s'éleva d'un lent battement d'ailes. Le monde qui s'éveillait était gris, rose et silencieux. Hesper Whitgrove se tenait au milieu de tout cela, dans sa vieille cape, du grain sur sa manche. Pendant quelques minutes chaque matin, elle était entièrement, parfaitement elle-même. C'était suffisant. Au début, elle ne leva pas les yeux vers la fenêtre. Elle avait appris à ne pas le faire. La fenêtre se trouvait sur la façade ouest, 3 étages plus haut, à l'angle où l'ancienne aile rejoignait la nouvelle. La fenêtre d'un bureau, lui avait-on dit, bien qu'elle ne soit jamais allée dans cette partie de la maison. Pendant la plupart de ses premiers mois, elle n'y avait pas prêté attention. Puis, un matin blanc de février, elle avait levé les yeux entre 2 pelletées. Elle avait vu que le volet était ouvert et qu'un homme se tenait derrière la vitre, immobile, regardant en bas. Elle avait immédiatement détourné le regard. Quand elle avait regardé à nouveau, il était parti. Cela s'était produit encore et encore. Pas tous les jours, mais souvent, et toujours à cette heure. Toujours la même grande silhouette immobile derrière la vitre froide, 3 étages plus haut, regardant une servante nourrir les poules dans une cour. Elle ne voyait jamais son visage clairement. La distance et le reflet s'en chargeaient. Elle voyait seulement qu'il était là. Il restait parfois 1 minute, parfois un quart d'heure. Et il ne levait jamais la main, ni ne donnait le moindre signe qu'il savait qu'elle savait. Elle n'en avait parlé à personne. Qu'y avait-il à dire? Le duc regardait par sa propre fenêtre sa propre cour. Ce n'était pas un crime. Et pourtant, les mauvais matins, quand la lettre dans sa boîte à ouvrage pesait le plus lourd, c'était un étrange petit réconfort. Savoir que quelqu'un dans le monde savait qu'elle était là. Même s'il n'était qu'une rumeur avec un visage qu'elle n'avait jamais vu. Même s'il ne disait jamais un mot. Ce matin, elle leva les yeux. Le volet était ouvert. La grande silhouette se tenait derrière la vitre. Elle ne détourna pas le regard aussi vite que d'habitude. Elle se tenait là, la pelle vide à la main, les poules à ses pieds. Le temps de 3 respirations, elle regarda la fenêtre. Elle regarda l'homme qui l'observait chaque jour et ne lui avait jamais adressé la parole. Et elle pensa, « Dans 2 mois, je serai mariée à Rufus Krum. Plus personne ne me regardera jamais nourrir quoi que ce soit. » Puis elle se pencha pour prendre le reste du grain. Quand elle se redressa, la fenêtre était vide et la journée avait commencé. 3 étages plus haut, dans une pièce où les femmes de chambre n'avaient pas le droit d'entrer avant midi. Everett, le 9e duc de Kelvin, s'écarta de la vitre. Il se tenait là, une main à plat contre le volet froid. Son cœur battait bien trop fort pour un homme qui était simplement resté immobile. Il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il faisait à cette fenêtre. Il avait cessé d'essayer de comprendre. Il savait quand cela avait commencé. Un matin, l'hiver d'avant, au pire moment, quand il n'avait pas dormi et ne pouvait pas lire. La maison était un cercueil, et il était vivant à l'intérieur. Il était allé à la fenêtre, parce qu'un homme doit bien regarder quelque part. Et là, en bas, dans la cour en ruine, qu'il n'avait pas pu se résoudre à faire nettoyer. Une jeune femme qu'il ne connaissait pas était à genoux dans le givre. Elle réparait le poulailler de son frère, le poulailler de Kit, la cour de Kit, les poules de Kit, ou leur descendante sauvage qu'Everett avait ordonné de laisser tranquille depuis 2 ans. Car donner l'ordre de s'en débarrasser était une chose que sa bouche ne pouvait pas formuler. Et cette étrangère,
cette petite compagne brune que sa grand-mère avait fait entrer dans la maison. Elle était là, au petit matin, avec un marteau et une bouche pleine de clous. Elle remettait tout en état, comme si cela avait de l'importance. Il avait eu l'intention de l'arrêter. Il était même allé jusqu'à sonner, pour appeler son intendant. Puis il l'avait regardé un instant de plus, et il n'avait pas sonné. Il avait ravalé son ordre, là où tous ses ordres vivaient maintenant, inexprimés. C'était il y a 20 mois. Il l'avait observé presque tous les matins depuis. Il aurait pu découvrir tout ce qu'il voulait sur elle. Il était un duc. Un mot à Hobley, son intendant. Un mot à sa grand-mère. Et il aurait connu son nom, son histoire, toute sa petite situation avant midi. Il n'avait rien demandé. Il avait obscurément voulu qu'elle reste la seule chose dans ses jours en ruine, qui ne devait rien à son rang, et qui ne demandait rien à son chagrin. Une femme nourrissant des poules dans une cour. Vivante, ordinaire, insupportablement, rassurante et ordinaire. Il connaissait ses heures mieux que les siennes. Il savait qu'elle lançait le grain au loin, pour que les plus faibles puissent manger. Il savait qu'elle leur parlait, à voix basse, bien qu'ils ne puissent pas entendre les mots. Qu'il savait que les pires matins, les matins noirs et humides, elle venait quand même. Elle était toujours venue quand même. En 2 hivers, il avait compté 4 jours où elle n'était pas apparue. Et chacun de ces 4 jours avait été plus long et plus gris qu'il n'aurait dû l'être. Et il s'était méprisé pour cela. Ce matin, elle avait levé les yeux. Elle avait levé les yeux et n'avait pas détourné le regard. Pendant 3 respirations, une femme dans la cour avait regardé un duc en plein visage, à travers 40 pieds d'air gelé. Everett l'avait senti dans sa poitrine, comme une main qui se referme. Il y avait eu quelque chose sur son visage qu'il n'y avait jamais vu auparavant. Il avait observé ce visage pendant 2 hivers et l'avait appris comme on apprend le temps qu'il fait. Le contentement, avait-il pensé, ou quelque chose comme la paix d'une personne qui a mis de l'ordre dans son petit coin. Ce matin, ce n'était pas la paix. Ce matin, à travers la lumière froide, la femme dans la cour avait regardé sa fenêtre comme quelqu'un qui dit au revoir. Everett retira sa main du volet. Il alla vers la sonnette et s'arrêta, comme il s'arrêtait toujours. Puis, pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait le mesurer, il ne ravala pas son impulsion. Il sonna. Quand Hobley arriva, prudent, gris et patient, le duc se tenait près de l'âtre froid, le dos tourné à la pièce. Hobley attendit. Il avait appris à attendre. Les mots de son maître, quand ils vinrent lentement, comme s'ils étaient remontés d'une grande profondeur. « La compagne, dit le duc, la compagne de ma grand-mère, celle qui s'occupe de la cour, mademoiselle Whitgrove, votre grâce. » Whitgrove. Il n'avait même pas su cela. 20 mois, et il ne s'était pas permis de connaître son nom. Whitgrove, dit le duc. Le mot semblait étrange et particulier dans sa bouche. Renseignez-vous sur sa situation. Tout, aujourd'hui. Il fit une pause. Hobley attendit de nouveau, car il entendait qu'il y avait plus, et que cela coûtait quelque chose. Et discrètement, Hobley. Oui, votre grâce. L'intendant s'inclina et partit. Everett se retourna vers la fenêtre. La cour en bas était vide maintenant. Les poules grattaient le sol. Le givre se levait déjà du toit du poulailler que ses mains avaient réparé. Il resta là longtemps dans la lumière grise, un homme silencieux dans une maison silencieuse. Et il pensait au regard sur son visage, et il avait peur. Il avait perdu la dernière personne qu'il aimait à cause d'une porte fermée, et d'un mot qu'il n'avait pas dit. Il s'était promis de ne plus jamais être défait par cette lâcheté particulière. Il s'était aussi promis de ne plus jamais se soucier assez de quelqu'un pour en être en danger. L'une de ses promesses, il le comprenait maintenant, debout à la fenêtre de Kit, au-dessus de la cour de Kit. Il était sur le point de la briser. Il ne savait pas encore laquelle. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hobley était minutieux. Le soir même, le duc savait tout ce que la femme dans la cour avait passé 20 mois à garder ordinaire. Il savait qu'elle était Hesper Whitgrove, 22 ans, fille unique d'un monsieur Whitgrove du Somerset. Un naturaliste de petite fortune et de peu de bon sens, mort d'un coup de froid 4 ans plus tôt. Il savait qu'il y avait une dot de 400 livres détenue par un tuteur. Il savait que le tuteur était un certain Josiah Pell, un avocat de Bath, marié à la tante de la jeune fille. Un homme que les discrètes enquêtes de Hobley décrivaient comme respectable, à la manière d'un coffre-fort verrouillé. Il savait que la duchesse douairière avait rencontré la jeune fille lors d'une visite à Bath 2 ans auparavant.
Elle n'avait pas aimé Pell à première vue. Elle avait emmené Hesper Whitgrove à Fen Knoll pour être sa compagne, comme on emporterait un livre d'une maison qui ne le mérite pas. Et il savait, parce que Hobley avait un cousin qui tenait le bureau de poste, que 3 lettres étaient arrivées de Bath pour Mademoiselle Whitgrove le mois dernier. La jeune fille s'était rendue elle-même au village pour ne poster aucune réponse. La dernière chose que Hobley lui dit. Il le lui dit à contre-cœur, debout dans le bureau, son chapeau tournant entre ses mains. On parle dans l'office des domestiques. Votre grâce. Je n'accorde aucune importance aux rumeurs, mais la femme de chambre de la douairière le tient de la jeune fille elle-même, pas de sa bouche. Mademoiselle Whitgrove ne parlerait pas d'elle-même. Il semble que le tuteur ait l'intention de la rappeler à Bath avant Noël, pour la marier. Hobley hésita. À un monsieur Crum, un marchand de vin. La femme de chambre de la douairière était très affligée. Elle dit que la jeune fille est devenue très silencieuse. Everett se tenait à la fenêtre, le dos tourné à la pièce, comme il le faisait toujours. La cour en bas était bleue de crépuscule, et il constata que ses mains s'étaient crispées le long de son corps. « Crum, dit-il, une personne d'une certaine richesse, votre grâce, et sans aucune moralité. C'est ce qu'on rapporte. Un marchand de vin de 50 ans, avec de l'argent et sans moralité. Et un tuteur qui souhaitait vendre sa pupille pour les relations. » Everett connaissait le calcul sans qu'on le lui dise. Il avait vécu dans ce monde toute sa vie. Il savait exactement ce que serait un tel mariage. Il savait à quel point les propres désirs de la jeune fille pèseraient peu. Il savait ce qui arriverait à la qualité particulière qu'il avait observée sur son visage pendant 2 hivers, une fois que M. Rufus Crum dirigerait ses journées. Elle s'éteindrait. C'est ce qui arriverait. De la même manière que la parole s'était éteinte dans cette maison. « Ce sera tout, dit-il. » Hobley s'inclina et le laissa. Everett resta à la fenêtre jusqu'à ce que le crépuscule soit complet et que la cour ait disparu. Puis il fit une chose qu'il n'avait pas faite le soir depuis 2 ans. Il quitta le bureau. Il parcourut la longue galerie froide, passant devant les portraits couverts et les portes fermées, jusqu'aux appartements de sa grand-mère. Il frappa et il entra. La douairière était près de son feu avec un livre qu'elle ne lisait pas. Elle leva les yeux, et ce qui se lisait sur le visage de son petit-fils la fit poser le livre immédiatement et rester très immobile. Everett, grand-mère. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte. Parlez. Même ici, même à elle, c'était comme soulever quelque chose de lourd, avec un bras longtemps inutilisé. Votre compagne, Mademoiselle Whitgrove. Qu'y a-t-il à son sujet? La voix de la vieille femme était devenue soigneusement neutre. Est-il vrai que son tuteur a l'intention de la marier à un homme nommé Crum? Pendant un instant, la douairière ne dit rien, puis sa main fine se referma sur le bras de son fauteuil. Et Hesper, si elle avait été là, aurait reconnu le geste. « C'est vrai, dit-elle. Elle ne me l'a pas dit. Elle est trop fière et a trop peur d'abuser de ma gentillesse pour me dire qu'elle se noie. Je l'ai appris comme vous, indirectement. » Ses yeux, si semblables aux siens, scrutèrent son visage. « Je suis assise ici depuis 3 jours, Everett, à essayer de trouver un moyen d'arrêter cela. Et je n'en trouve aucun. Pell a la loi de son côté. Il a son argent, ses allées et venues. Et je suis trop vieille pour combattre un avocat devant les tribunaux avant Noël. » Sa bouche se tordit. « Je pourrais l'emmener, la cacher. Cela ruinerait son nom et ne changerait rien. Il aurait toujours le droit de la réclamer. Il y a un moyen de la mettre hors de sa portée, » dit le duc. La douairière devint complètement immobile. « Vraiment? Vous savez qu'il y en a un ?» Il entendit sa propre voix, basse, égale et terrible dans sa fermeté. Une femme mariée appartient à son mari, pas à son tuteur. Pell ne peut rien contre un mariage déjà fait. Surtout pas contre... Il s'arrêta. Surtout pas contre un duc, termina doucement sa grand-mère. Elle le regarda très longtemps. Le feu crépita. Everett, savez-vous ce que vous dites? Oui. Vous n'avez pas parlé à cette fille une seule fois dans votre vie. Non. Vous l'avez observée depuis une fenêtre comme un fantôme pendant 2 ans. Et vous ne l'avez jamais laissé voir votre visage à la lumière du jour. Oui, dit-il. Je sais exactement ce que je suis. Vous n'avez pas besoin de me le décrire. La vieille femme se leva. Cela lui prit un moment et sa canne. Il ne lui offrit pas son bras, car il savait qu'elle n'en voudrait pas maintenant. Elle s'approcha de lui et leva les yeux vers son visage. Et elle ne fut pas douce, car elle n'avait jamais été douce, et parce que la douceur n'était pas ce dont il avait besoin. « Si vous faites cela, dit-elle, vous le ferez correctement, ou vous ne le ferez pas du tout. »
Vous ne la sauverez pas pour la mettre dans une autre cage. Vous irez la voir vous-même, avec votre propre bouche. Pas un mot, pas par mon intermédiaire, pas par ce malheureux Hobley. Vous lui direz la vérité sur ce que vous offrez, et la laisserez dire non si elle souhaite dire non. Elle en a assez des hommes qui disposent d'elle sans son avis. Ses vieux doigts se levèrent et agrippèrent fermement sa manche. Elle vaut plus qu'un sauvetage, Everett. Si tout ce que vous avez pour elle est un sauvetage, laissez-la moi, et je trouverai un autre moyen. Me comprenez-vous? Oui, dit le duc. Et pour la première fois en 2 ans, debout dans la chambre éclairée par le feu de sa grand-mère, le cœur battant comme celui d'un garçon, Everett, duc de Kelvin, ressentit quelque chose qui n'était pas du chagrin. Il n'avait pas encore de nom pour cela, mais cela s'était ouvert en lui comme le volet s'ouvrait chaque matin. Et derrière, il y avait le monde entier, froid, lumineux, dangereux. Il alla la trouver le lendemain, pas depuis une fenêtre. Il la trouva dans le poulailler, bien sûr, ou d'autres. C'était l'après-midi, quand son courage avait fait son lent travail. Un après-midi gris et cru, la lumière déjà déclinante. Elle était à genoux près du poulailler avec une éclisse de noisetiers et un bout de ficelle. Elle réparait le grillage là où quelque chose avait essayé de forcer pendant la nuit. Elle entendit la porte de la cour, et ne leva pas les yeux tout de suite, s'attendant à Thomas. Puis, elle sentit la différence dans le silence. L'immobilité particulière de ce silence. Elle leva la tête, et le grand homme de la fenêtre se tenait à 6 pieds de là, son chapeau à la main. Elle le reconnut instantanément, bien qu'elle n'ait jamais vu son visage. Elle le reconnut comme on reconnaît un mot qu'on a seulement lu, soudainement prononcé. Il était plus jeune que les rumeurs, 30 ans peut-être, grand, mince, en vêtements sombres et simples, des cheveux auburnes un peu longs, un visage maigre et grave qui avait été insouciant autrefois, et avait oublié comment l'être. Ses yeux étaient du gris du lac derrière lui, ce gris de mer froid et clair. Il était fixé sur elle, avec une intensité qui n'avait rien de grossier. C'était le regard d'un homme regardant la seule chose éclairée dans une pièce sombre. Hesper se leva, du grain sur sa manche, de la ficelle à la main, les genoux mouillés par le sol froid. Un duc devant elle, et personne d'autre au monde. « Votre grâce, dit-elle, et fit la révérence, parce que c'était ce qu'on faisait. » Il ne parla pas. Le silence s'étira. Elle le regarda essayer, regarda quelque chose travailler dans sa gorge, et comprit avec un petit choc que les rumeurs avaient raison sur la forme, même si elles se trompaient sur le fond. Les mots ne venaient pas facilement à cet homme. Ils lui coûtaient. Elle avait passé sa vie parmi des gens pour qui les mots étaient bon marché. Elle reconnut le contraire quand elle le vit. « Vous êtes mademoiselle Whitgrove, dit-il enfin. « Je le suis. Vous vous occupez de la cour. C'est exact. Un temps, votre cour, votre grâce. J'espère ne pas avoir été présomptueuse. Votre grand-mère m'en a donné la permission. On ne s'en occupait pas, dit-il, avant vous. » Ses yeux gris passèrent au-delà d'elle, vers le poulailler réparé, les poules grasses et contentes, le sol balayé. Et quelque chose traversa son visage qu'elle ne put lire, quelque chose de vieux et de douloureux. « Elle est mieux entretenue maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Merci, dit-elle, et elle le pensait, et fut surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Il tourna le chapeau entre ses mains. Elle attendit. Elle avait appris la patience d'une vieille femme et d'un troupeau de poules, et elle la lui offrit maintenant, sans savoir pourquoi elle sentait que cela lui était dû. « Je suis venu vous dire une chose, dit le duc, que je n'ai aucun droit de dire, et qui vous semblera soit une insulte, soit une folie. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout avant de décider laquelle. » Il prit une profonde inspiration. « Votre tuteur a l'intention de vous marier à un homme nommé Krum. » Le sang quitta son visage. « Comment savez-vous? Peu importe comment. C'est vrai. » Sa voix était très égale, très prudente. Chaque mot posé comme une pierre pour traverser un gué. Vous ne l'avez pas choisi. Vous ne pouvez pas le refuser sans perdre votre dot et votre place. Si vous retournez à Bath, vous serez à lui. Et je pense que vous savez aussi bien que moi quel genre d'homme il est. Il fit une pause. Je vous offre une alternative. Je vous offre de vous épouser moi-même. La cour était complètement silencieuse. Même les poules s'étaient tues. Hesper se tenait là, la ficelle à la main, le regardant fixement, incapable de donner un sens aux mots. « Votre grâce, dit-elle prudemment. Vous ne me connaissez pas. Non. Vous ne m'avez jamais parlé avant ce moment. Non. Alors pourquoi? Parce qu'une femme mariée est hors de portée de son tuteur, dit-il. Parce que Pell ne peut pas toucher une duchesse.
Parce que vous seriez libre de Krum le jour même, sans retour possible, et aucun avocat en Angleterre ne pourrait l'annuler. Il le dit simplement. Tout le mécanisme froid exposé, ne cachant rien. C'est ce que j'offre. Une protection. Un nom qu'il ne peut pas atteindre. Je ne vous offre pas. Il s'arrêta. Sa mâchoire se contracta. Je ne suis pas un homme entier, mademoiselle Whitgrove. Je ne prétendrai pas que je le suis. Je reste dans mes appartements. Je ne vais pas dans le monde. Je n'ai été de bonne compagnie pour personne depuis 2 ans, et je ne sais pas si je peux réapprendre à l'être. Je vous offre un mur derrière lequel vous tenir. Pas plus que ça. Je ne vous insulterai pas en promettant plus que ça. Elle aurait dû rire. Cela aurait dû être absurde. Un étranger, un duc, une demande en mariage faite dans un poulailler à une femme avec du grain sur sa manche. Ce n'était pas absurde. C'était la chose la plus honnête que quelqu'un lui ait dite en 4 ans. « Pourquoi moi ?» dit-elle. « Vous pourriez offrir ce mur à n'importe qui. La moitié du comté l'accepterait en remerciant Dieu. Pourquoi la femme qui nourrit vos poules ?» Pour la première fois, la voix égale vacilla. Il la regarda, puis il détourna les yeux vers la fenêtre, 3 étages au-dessus d'eux, et revint à elle. « Parce que je vous ai vu venir dans cette cour chaque matin pendant 2 ans, » dit-il très bas. « Dans le gel, la pluie et le froid glacial. Et vous êtes toujours venu. Vous êtes toujours venu quand même. Je ne sais pas comment dire ce que cela a été pour moi. Je ne suis pas capable de le dire. Mais je ne resterai pas à cette vitre pour regarder cet homme vous enlever cela. Je découvre que je ne le peux pas. C'est ma raison. Ce n'est pas une bonne raison. Et ce n'est pas une raison galante, mais c'est la vraie. » Hesper Whitgrove se tenait dans la lumière déclinante et sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle pensait trop petit et trop fatigué pour jamais se retourner à nouveau. « Je ne déciderai pas de cela dans une cour, » dit-elle, parce qu'elle devait dire quelque chose. Et parce que c'était vrai, et parce que son cœur battait bien trop fort pour une femme simplement immobile. « Non, » acquiesça-t-il immédiatement. « Bien sûr que non. Prenez le temps qu'il vous faut. Je demande seulement... » Il s'arrêta. « Je demande que vous ne laissiez pas l'orgueil répondre pour vous. Vous en avez beaucoup. J'ai observé cela aussi. Quelque chose qui était presque, mais pas tout à fait. Le fantôme d'un sourire toucha la bouche grave et disparut. Ne me refusez pas seulement parce qu'il est orgueilleux de me refuser. Refusez-moi parce que vous avez examiné la situation dans son ensemble. C'est tout ce que je demande. » Il s'inclina alors, une vraie révérence, profonde et grave, à une femme aux genoux mouillés dans un poulailler. Et il mit son chapeau sur sa tête, et il retourna par la porte dans sa maison silencieuse. Il la laissa debout parmi les poules, avec le monde gris tout entier réarrangé autour d'elle. Elle ne dormit pas cette nuit-là non plus. Elle s'assit à sa petite fenêtre sous les combles, un châle sur les épaules, et réfléchit jusqu'à en avoir mal à la tête. Elle n'était pas idiote, et elle ne se permit pas de l'être maintenant. Elle exposa la situation froidement, comme son père n'avait jamais rien exposé. D'un côté, Krum. Une certitude, un lent étouffement. 50 ans, une main dans le creux de son dos, un rire auquel vous deviez faire écho. Sa dot avalée, ses journées ordonnées. Ce qui était encore vivant en elle, tranquillement éteint, comme la parole dans cette maison. C'était la route, si elle ne faisait rien. Il n'y avait aucune version de l'inaction qui ne se terminait pas dans cette embrasure de porte avec cette main. De l'autre côté, un étranger. Un homme silencieux, en deuil, à moitié brisé, qui l'avait observé depuis une fenêtre pendant 2 ans et lui avait offert un mur et rien de plus. Cela aurait dû l'effrayer plus que Krum. Ce n'était pas le cas. Elle retourna la situation et ne parvint pas à s'en effrayer. Il n'avait menti sur rien. Il n'avait rien promis qu'il ne pensait pas. Il n'avait pas une seule fois, dans toute son honnêteté prudente et terrible, essayé de rendre les choses plus jolies qu'elles ne l'étaient. Un homme qui ne la flatterait pas pour la mettre en cage n'était déjà, quoi qu'il soit d'autre, pas Krum. Et il y avait l'autre chose, la chose qu'elle se força à regarder en dernier, parce que c'était la moins sensée et donc la plus importante. Quand il avait dit « Vous êtes toujours venu quand même », quelque chose en elle, qui était froid depuis 4 ans, s'était tourné vers cela, comme une plante vers une fenêtre. Elle pensa à la cour, à la fenêtre et à la grande silhouette derrière la vitre les matins noirs. Quelqu'un dans le monde avait su qu'elle était là. Ce n'avait pas été rien. Elle s'était dit que ce n'était rien pendant 2 hivers, et ce n'avait pas été rien du tout. Vers 3 heures du matin, elle cessa de peser le pour et le contre, et sut simplement. De la même manière que l'on sait enfin que l'on a froid, ou que l'on est fatigué,
ou amoureux, bien après que le fait soit devenu vrai. Elle l'épouserait, non pas pour être sauvée. Elle en avait assez d'être disposée. Elle l'épouserait parce qu'entre les deux routes qui s'offraient à elle, elle choisissait celle-ci, les yeux ouverts, de sa propre volonté. La première chose en 4 ans qui lui appartenait entièrement de choisir. Le matin, elle nourrit les poules. La fenêtre était ouverte. La grande silhouette se tenait derrière la vitre. Elle leva les yeux, d'un regard franc et stable, à travers la lumière froide. Et cette fois, délibérément, pour qu'il n'y ait aucune méprise, elle inclina la tête vers lui. Oui, 3 étages plus haut, elle vit la silhouette devenir très immobile. Puis lentement, le duc leva une main et la posa à plat contre la vitre. Pas un signe de la main, quelque chose de plus silencieux et de beaucoup plus grand. Une main contre la barrière froide qui s'était dressée entre eux pendant 2 ans, le jour où elle commençait à tomber. Hesper se pencha pour prendre le reste du grain, et ses yeux piquaient, et elle se dit que c'était le gel. Ils se marièrent 11 jours plus tard dans la petite église froide de Fencknoll, par licence spéciale, avec le préavis le plus court que la décence permettait. Ce n'était pas un mariage que l'on mettrait dans un livre. La douairière y assista, droite en gris violet, regardant son petit-fils avec une expression qui oscillait entre le triomphe et la terreur. Hobley y assista, ainsi que Madame Sturge et Thomas le jardinier, son chapeau écrasé contre sa poitrine, et une poignée de métayers, qui avaient entendu l'incroyable nouvelle et étaient venus voir si c'était vrai. Hesper portait sa seule belle robe, teinte 2 fois, et un morceau de vieille dentelle de Honiton, que la douairière lui avait imposé ce matin-là, avec une fermeté qui interdisait tout refus. Le duc prononça ses vœux d'une voix basse et égale, qui ne trembla pas. Hesper prononça les siens de la même manière. Au moment de l'alliance, sa main était froide, et la sienne aussi, et aucun d'eux ne s'en soucia. Il n'y eut pas de repas de noces à proprement parler, pas de danse, pas de foule. Dehors, le ciel de novembre pesait bas sur le lac, et quelque part dans le parc, un chien aboya 2 fois et se tut. À la porte de l'église, il lui offrit son bras, et elle le prit, et c'était la première fois qu'ils se touchaient. Aucun d'eux ne dit rien à ce sujet. Ils retournèrent ensemble à la grande maison, le nouveau duc et la nouvelle duchesse de Kelvin Ridge. 2 quasi-étrangers liés maintenant sans retour possible. Et toute l'étrange transaction était terminée. Elle écrivit à M. Pell ce soir-là. C'était une lettre courte, et elle prit un plaisir froid à l'écrire dont elle n'était pas fière, et qu'elle ne regretta pas. Elle informait son tuteur qu'elle s'était mariée. Elle l'informait du nom et du rang du gentleman qu'elle avait épousé. Elle l'informait qu'elle lui serait reconnaissante de bien vouloir transmettre les détails de sa dot à l'homme d'affaires de sa grâce dans les plus brefs délais. Elle ne le remercia pas pour ses soins. Elle signa pour la première et la dernière fois Hesper, duchesse de Kelvin, et elle appuya le sceau plus fort que nécessaire. La réponse, quand elle arriva 1 semaine plus tard, était un petit chef-d'œuvre d'un homme effrayé arrangeant son visage. M. Pell était ravi. M. Pell avait toujours su que sa pupille était destinée à de grandes choses. M. Pell espérait que sa grâce n'oublierait pas dans son élévation le modeste toit qui l'avait abrité, et restait son plus dévoué, plus obéissant, et ainsi de suite. M. Crum n'était pas mentionné. M. Crum, comprit Hesper, avait été discrètement et définitivement abandonné, comme on abandonne une carte devenue sans valeur. Elle ressentit un instant de pitié sombre pour l'autre jeune fille qui se tenait maintenant à son ancienne place sur Gay Street. Puis elle plia la lettre et ne pensa plus à Josiah Pell pendant longtemps. C'était la partie facile. Elle avait échappé au pire. Maintenant, elle devait apprendre l'étrange. Être duchesse de Kelvin, découvrit-elle, était principalement une éducation au silence. Fencknoll était une grande maison grave, et elle s'était façonnée autour du chagrin de son maître, comme un arbre se façonne autour d'une blessure. Les domestiques se déplaçaient silencieusement. Les portes étaient gardées fermées. Des pièces entières avaient été fermées et couvertes de draps. L'aile ouest principalement, où se trouvaient les anciennes nurseries. Et où? Elle l'apprit lentement de Madame Sturge, jamais du duc. Le jeune Lord Kit avait eu ses appartements. Personne n'y allait. Personne n'en parlait. La parole avait quitté la maison, comme l'avait dit la douairière, comme l'eau d'une cruche fêlée. Et personne n'avait jamais pensé à voir si la fissure pouvait être réparée. Son mari restait dans son bureau et ses propres appartements. Il ne dînait pas en compagnie. Pendant les 2 premières semaines de son mariage,
Hesper le vit presque aussi peu qu'avant. Une grande silhouette grave aperçue au bout d'une galerie, une voix basse derrière une porte. Ils s'étaient mariés. Ils étaient encore des étrangers. Elle avait su qu'il en serait ainsi. Elle l'avait choisi les yeux ouverts. Et pourtant, certains soirs, elle sentait l'étrangeté de sa vie se refermer sur sa tête comme de l'eau. Elle s'asseyait seule à un bout de la longue table froide de la salle à manger, un laquais derrière sa chaise. 40 pieds d'acajou polis entre elle et personne. Elle ne se plaignit pas. Ce n'était pas dans sa nature de se plaindre d'un marché qu'elle avait conclu librement. Mais elle n'était pas faite pour s'asseoir dans des pièces couvertes de draps et être servie. Et après les 2 premières semaines, elle cessa d'essayer. Elle continua de s'occuper de la cour. Kroum ou pas kroum, duchesse ou pas duchesse, elle se levait avant le jour et nourrissait les poules. Le premier matin, elle descendit dans ses nouveaux beaux vêtements. Une des femmes de chambre essaya gentiment de lui dire qu'une duchesse ne faisait pas de telles choses. Hesper avait regardé la jeune fille avec bonté et était sortie dans la cour quand même. Cela avait mis fin à la discussion. La fenêtre s'ouvrait. La grande silhouette observait. Certaines choses ne changeaient pas, parce qu'une bague avait été mise. Puis elle alla plus loin. Elle avait géré une maisonnée avec rien chez son tuteur. Elle ne pouvait pas rester oisive dans une maison qui avait tout. Elle commença tranquillement à prendre Fencknoll en main. Elle fit enlever les draps du salon du matin, car une personne doit avoir une pièce chaude et lumineuse où s'asseoir. Elle apprit tout le livre de la maisonnée de Madame Sturge, qui était affamée d'une maîtresse, et s'épanouit sous sa direction. Elle raccourcit la table effroyable. Le 9e soir de son mariage, elle donna un ordre discret. Quand le duc vint, comme il le faisait parfois, pour prendre un souper tardif et solitaire, il trouva la vaste table réduite à une petite table ronde près du feu. Elle était mise pour une personne, chaleureuse, intime et humaine. Il resta un long moment dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous avez changé la table » dit-il quand elle entra pour voir le feu ravivé. « Je l'ai fait. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Elle rencontra son regard fermement. Cette table a été construite pour accueillir 40 personnes. Il n'y a pas eu 40 personnes heureuses dans cette maison depuis longtemps. Il semblait cruel de continuer à mettre le couvert pour des fantômes. Quelque chose bougea sur son visage grave. « Non, dit-il lentement. Cela ne me dérange pas. » Une pause. « Voulez-vous vous asseoir ?» C'était la première fois qu'il le demandait. Elle s'assit. Un laquais mit un 2e couvert. Ils prirent un souper simple près du feu, un duc et une duchesse, mariés depuis 9 jours et n'ayant jamais partagé un repas. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils ne le pouvaient pas, et elle ne le presserait pas. Mais ce n'était pas un silence froid. C'était le silence de 2 personnes apprenant la forme de l'autre, prudent, sans hâte. Et quand elle se leva pour le quitter, il se leva et dit « Merci », d'une voix qui ne parlait pas du souper. Après cela, il vint à la petite table la plupart des soirs. Elle devint, sans qu'aucun d'eux ne le nomme, la leur. Il ne trouvait pas les mots facilement. Elle comprenait cela maintenant comme un fait de sa personne, comme sa taille, ou le gris de ses yeux. Et elle cessa d'attendre l'homme que les rumeurs avaient inventé, et fit la paix avec l'homme qui était là. Il parlait en phrases courtes et prudentes, avec de longs silences entre elles. Et elle apprit à lire les silences, qui en disaient autant que les phrases. Elle apprit qu'il n'était pas froid. Il était le contraire de froid. C'était un homme qui ressentait trop, et qui avait tout emmuré. Parce que la dernière fois qu'il avait laissé ses sentiments s'exprimer, cela lui avait coûté plus qu'il ne pouvait payer. Elle ne savait pas encore quel avait été le coup. Elle ne demanda pas. Elle avait ses propres murs, et elle savait ce que c'était d'avoir quelqu'un qui essaie de les escalader sans y être invité. Mais le mur tomba, une pierre à la fois, au cours de ce premier long hiver, dans la petite pièce chaude, à la petite table chaude. Elle lui parla de son père, des coléoptères et du loyer oublié, de son esprit grand, doux et ruineux. Elle le fit presque rire, une fois, en décrivant le jour où son père avait vendu le dernier des beaux couverts en argent pour acheter une caisse de papillons tropicaux, et avait été sincèrement déconcerté par sa détresse. Le presque rire était une chose remarquable sur ce visage grave, une fissure de chaleur, vite disparue. Et elle découvrit qu'elle aurait vendu beaucoup d'argenterie elle-même pour le revoir. Il ne lui dit presque rien de lui-même au début, mais il commença lentement à poser des questions. Il posa des questions sur la cour. Il demanda un soir pourquoi elle ne nommait aucune des poules. Elle lui dit « On ne nomme pas ce que l'on pourrait avoir à tuer ». Il resta silencieux un long moment. Puis il dit « C'est une règle très dure,
C'est une cour très dure, dit-elle. Il la regarda à travers la petite table avec ses yeux gris clairs, comme si elle avait dit quelque chose qui l'avait transpercé. C'était le cas. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le cas. Les matins continuèrent. La fenêtre s'ouvrit. La silhouette observait. Elle nourrissait les poules et inclinait la tête, et cela devint un langage entre eux, sans mots, plus ancien maintenant que leur mariage. Certains matins, quand le temps était très mauvais, elle levait les yeux et trouvait la fenêtre vide. Puis quelques minutes plus tard, la porte de la cour s'ouvrait. Il sortait lui-même, dans un grand manteau au col relevé. Il se tenait un peu à l'écart et la regardait travailler, son souffle fumant dans le froid. Il n'offrit jamais son aide. Elle ne demanda jamais. Ce n'était pas ce genre d'observation. Il se tenait simplement là, comme si la vue d'un être vivant accomplissant une tâche vivante dans la lumière grise était quelque chose dont il avait besoin, comme un homme sortant d'une longue fièvre a besoin de pain simple. Un matin de ce genre, un matin blanc et dur de janvier, il parla dans le silence sans la regarder. Il gardait des poules. Le duc dit « Mon frère, quand nous étions garçons ». Hesper devint très immobile, la pelle à mi-chemin de l'abreuvoir. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris qu'il ne pouvait dire les choses les plus difficiles que de manière détournée, seulement à mi-distance, seulement si elle ne le regardait pas pendant qu'il les disait. « Vraiment ?» dit-elle à voix basse. Cette cour était la sienne. Sa voix était égale, mais elle entendait le coup de chaque mot. Il en était fou. Les œufs, les races, leur incubation sous une lampe dans la nursery, jusqu'à ce que la nourrice menace de démissionner. Il tenait un livre sur elles toutes, avec leurs noms. Un silence. Il nommait chacune d'entre elles. Il aurait trouvé votre règle très cruelle. Peut-être, dit Hesper, toujours sans se retourner, le cœur dans la gorge. Ou peut-être avait-il une cour plus douce que la mienne. Peut-être. Le givre fumait entre eux. Quand il parla de nouveau, sa voix avait changé, était devenue plus basse, et elle comprit qu'ils étaient arrivés de manière détournée au bord de la chose. Quand il est mort, je n'ai pas pu la faire nettoyer. J'ai donné l'ordre de faire raser toute la cour, et je n'ai pas pu le dire. Alors elle est restée à l'abandon. 2 ans, elle est restée à l'abandon, et je ne pouvais pas la regarder et ne pouvais pas m'en débarrasser. Et puis vous êtes venu. Il s'arrêta. Elle l'entendit respirer. Vous êtes venu, et vous ne saviez pas à qui elle appartenait, et vous l'avez réparée. Vous l'avez remise en état de vos propres mains, comme si ce n'était qu'une cour, parce que pour vous, ce n'était qu'une cour. Et je me tenais à cette fenêtre, et je vous regardais le faire, matin après matin. Et je ne savais pas si je vous détestais pour cela, ou si vous étiez la seule chose qui me maintenait en vie. Hesper posa lentement la pelle dans le givre. Maintenant, enfin, elle se retourna. Il se tenait le dos à moitié tourné vers elle, ses yeux gris fixés sur le lac. Il n'y avait pas de larmes sur son visage. Elle comprit que c'était un homme qui avait depuis longtemps dépassé le pays où les larmes venaient encore facilement. Mais il était blanc jusqu'aux lèvres, et ses mains étaient crispées le long de son corps, et il avait dit plus dans un poulailler un matin de janvier qu'il n'avait dit à âmes qui vivent en 2 ans. « Everett », dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Elle ne l'avait pas prévu. Il sortit d'elle-même, de son propre poids, bas et stable, et elle le vit atterrir sur lui comme une main posée à plat sur sa poitrine. Il se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la cour froide et lumineuse, et quelque chose passa entre eux, qui n'avait pas de mots, qui n'en avait pas besoin, qui était plus vrai que n'importe quel vœu qu'ils avaient prononcé dans l'église froide. « Je suis contente que la cour ait été la sienne, » dit-elle. « Je suis contente de l'avoir entretenue sans le savoir. Si j'avais su, j'aurais été prudente avec elle. Et la prudence n'est pas ce que veut une cour. Elle veut être vécue. » Elle soutint son regard. Il n'en est pas parti. Quoi qu'il vous en ait coûté de regarder, il n'est pas parti d'un endroit qui est encore plein de la chose qu'il aimait. Ce n'est pas rien. C'est très loin d'être rien. Le duc la regarda pendant un long, long moment. Puis il fit une chose qu'il n'avait pas faite en 2 ans. Il traversa la cour, et il se pencha, et il ramassa la pelle qu'elle avait posée. Et il lança une poignée de grains au loin, de la manière qu'elle lui avait apprise, sans le lui apprendre, pour que les plus faibles puissent manger. Sa main n'était pas tout à fait stable. Les poules vinrent à lui sans crainte. Ils se tinrent ensemble dans la cour, le duc et la duchesse de Kelvin, nourrissant les poules de son frère décédé dans la dure lumière de janvier. Aucun d'eux ne dit rien de plus. Il n'y avait rien de plus à dire. Tout ce qui comptait avait déjà été dit.
Ce fut le premier sommet de l'hiver. Elle pensa par la suite que si le monde les avait laissés tranquilles, ils auraient pu continuer à grimper tranquillement l'un vers l'autre pour le reste de leur vie. Mais le monde ne laisse pas les gens tranquilles. Et le monde, ce printemps-là, arriva sous deux formes à la fois. Une lettre d'une amie effrayée et une belle cousine qui avait attendu 10 ans pour être duchesse de Kelvin et n'avait pas l'intention de perdre le titre au profit d'une fille qui nourrissait les poules. La lettre arriva en premier. C'était en mars, le dégel était sur le lac, et Hesper avait commencé prudemment à être heureuse. Ce qui est toujours le moment où les lettres arrivent. Elle était adressée d'une main qu'elle connaissait, serrée et soignée. La main de la seule amie qu'elle s'était faite pendant les années froides à Bath. Frances Dyer avait été gouvernante dans la famille, 2 portes plus bas que celle de M. Pell. Une jeune femme petite, courageuse et modeste, qui avait partagé son feu, ses livres et ses quelques pièces avec une jeune fille seule, qui n'avait rien et ne demandait rien en retour. Quand la douairière avait emmené Hesper à Fanknall, Frances était la seule chose à Bath qu'elle avait regretté de quitter. Elle s'était écrite 2 fois par an, les petites lettres fidèles de femmes qui ne peuvent pas se permettre d'écrire souvent. Cette lettre n'était pas petite. Hesper la lut debout dans le salon du matin, et la couleur quitta son visage. Frances avait quitté la famille à Bath. Elle avait pris une nouvelle place, une meilleure, ou du moins c'est ce qu'il avait semblé. Gouvernante des enfants d'un Monsieur Latchford à Londres, un veuf de bonne fortune. La situation avait très mal tourné. La lettre ne disait pas tout. Frances était trop fière et trop effrayée pour tout écrire. Mais Hesper pouvait lire la forme de la situation entre les lignes prudentes. Monsieur Latchford avait fait à Frances une offre qui n'était pas un mariage. Quand elle l'avait refusée, il avait changé. Maintenant, il avait l'intention de la renvoyer sans ses références. Pire, il avait commencé à dire des choses, qu'elle s'était jetée sur lui, qu'elle n'était pas une personne apte à enseigner aux enfants, que sa conduite avait été telle qu'aucune maison respectable ne pourrait la prendre. Dans un mois, Frances Dyer serait dans la rue à Londres, sans référence, sans un shilling. Son nom empoisonné à l'avance dans chaque maison qui aurait pu l'employer. Elle n'avait pas de famille vivante. Elle n'avait, écrivait-elle, personne d'autre au monde à qui elle osait demander. Elle avait honte de demander même à Hesper. Elle comprendrait tout à fait si sa grâce, dans sa nouvelle position, ne pouvait pas être vue en compagnie d'une gouvernante ruinée. Elle ne savait simplement pas quoi faire d'autre. Hesper plia la lettre avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Elle savait exactement ce à quoi une femme dans la position de Frances était confrontée. Elle s'était tenue à une porte de cela elle-même. Elle savait qu'une gouvernante renvoyée sans référence avait 2 routes, et que les 2 se terminaient mal. La différence entre Frances Dyer et Hesper Whitgrove n'était rien d'autre que de la chance. Le caprice d'une vieille femme lors d'une visite à Bath. Les yeux d'un duc à une fenêtre. Cela aurait pu aussi bien être elle. Cela avait failli être elle. Elle alla trouver son mari. Elle le trouva dans le bureau. Elle y était autorisée maintenant. La seule personne de la maison qui l'était. Et elle lui dit clairement, ne cachant rien, car cacher des choses n'était pas le mariage qu'ils avaient. Elle lui parla de Frances. Le feu partagé pendant les années froides, l'offre refusée, la ruine qui approchait. Elle lui dit qu'elle avait l'intention de l'aider. Everett écouta de sa manière grave et silencieuse jusqu'à la fin. Puis il dit, de combien a-t-elle besoin? Ce n'est pas seulement de l'argent. Hesper pressa ses mains l'une contre l'autre. De l'argent, elle en a besoin, oui. Mais une femme renvoyée sans référence ne peut pas simplement recevoir une bourse. Elle a besoin d'un endroit respectable, ou des moyens d'être respectable ailleurs. Elle a besoin de quelqu'un pour garantir son nom, sinon elle n'a plus de nom à garantir. Elle le regarda. J'ai l'intention d'aller à Londres pour la sortir de cette maison, avant que Latchford ne puisse la mettre à la rue, et pour la faire installer quelque part où il ne pourra pas l'atteindre avec ses mensonges. Je ne le ferai pas contre votre volonté, mais je vous demande de ne pas vous y opposer. Il resta silencieux un moment. Elle l'observa. Elle vit la peur traverser son visage, la vieille peur, celle dont elle n'avait pas encore trouvé la racine, la peur d'une porte qui se ferme, de quelqu'un qu'il aime qui sort et ne revient pas. Il la maîtrisa. Elle le vit la maîtriser, et l'aima pour l'effort que cela représentait, bien qu'elle ne se permette pas encore d'appeler cela de l'amour. « Je n'aime pas Londres », dit-il enfin. C'était, elle le comprit, une énorme confession. « Je ne peux pas vous accompagner. Je ne pourrai pas vous être utile là-bas. Je serai un poids, une pause.
Mais vous devez y aller, c'est à vous de l'aider, et vous avez raison. Et je ne serai pas un homme qui a empêché sa femme de faire une chose décente parce qu'il avait peur d'une ville. Il la regarda. Prenez Hobley, prenez la maison de Londres. Elle est fermée, mais elle peut être ouverte en un jour. Prenez tout l'argent dont vous avez besoin et ne le comptez pas. Et Hesper, ses yeux gris croisèrent les siens. Revenez, je reviendrai, dit-elle. Je reviens toujours. Vous le savez mieux que quiconque. Quelque chose se détendit sur son visage. Oui, dit-il. Je le sais. Elle partit pour Londres 3 jours plus tard. Elle n'avait pas l'intention que cela devienne un scandale. En y repensant, elle ne put jamais vraiment trouver le moment où une course décente s'était transformée en une arme dans la main de quelqu'un d'autre. Mais c'était la nature de la chose. Le scandale n'avait pas besoin de vérité. Il avait seulement besoin d'une femme faisant quelque chose qui pouvait être décrit de 2 manières, et de quelqu'un avec une raison de choisir la pire description. Londres pendant la saison était une machine à observer. Hesper l'avait oublié pendant son année de matin gris et de poule. Dès que les volets furent ouverts sur la maison de Kelvin Ridge en ville, dès qu'un laquais en livrée du duc fut vu sur le perron, la machine tourna son œil. La mystérieuse nouvelle duchesse du duc silencieux, l'inconnu qu'il avait épousé dans une église de campagne sans préavis, était venue en ville sans lui, seule. Celle seule suffisait à faire bouger les éventails, et Hesper, concentrée sur Francis, ne remarqua guère l'œil, ce qui était la pire chose qu'elle aurait pu faire. Elle alla elle-même à la maison Latchford. Elle aurait peut-être dû envoyer Hobley, mais elle ne connaissait pas les rues, et elle ne confiait la mission à personne d'autre. Sous les beaux vêtements, elle était toujours une femme qui accomplissait ses propres tâches difficiles de ses propres mains. On la vit entrer, une duchesse, seule, rendant visite à la maison d'un veuf de mauvaise réputation, restant plus d'1 heure. Elle sortit avec Francis Dyer, pâle et en larmes, et la fit monter dans la voiture ducale en pleine rue. Et cela fut vu aussi. Au cours de la semaine suivante, elle installa Francis dans un logement respectable. Elle lui trouva un médecin lorsque la pauvre femme s'effondra sous la tension, et elle chargea Hobley de lui trouver une nouvelle situation, loin de Londres et du poison de M. Latchford. Tout cela descend, tout cela, de l'extérieur, susceptible d'une seconde lecture. Et il y avait quelqu'un à Londres cette saison-là, très disposé à la lui donner. Lady Genevieve était venue pour la saison, comme chaque année. Et cette année, elle était venue en colère. Elle avait attendu longtemps pour être duchesse de Kelvin. Elle y avait été élevée, plus ou moins. Sa mère, la tante du duc, lui avait planté l'idée dans la tête quand elle était enfant. Le lent déclin de la fortune des Brackworth en avait fait au fil des ans moins un espoir qu'un plan. Le père de Geneviève, le comte, était discrètement ruiné. La maison en ville était louée. Sa dot avait été dépensée 2 fois pour des saisons qui n'avaient pas porté leurs fruits. Elle avait 26 ans, était belle et manquait de temps. Elle s'était dit, pendant les 2 ans de la folle réclusion du duc, qu'il en sortirait à la fin. Et quand il le ferait, elle serait là, le choix évident, inévitable, convenable. Tout finirait par s'arranger. Au lieu de cela, il en était sorti pour épouser une compagne qui nourrissait les poules. Une inconnue, la fille sans le sou d'un naturaliste du Somerset, avec des robes teintes et de la terre sous les ongles. Geneviève avait reçu la nouvelle en janvier et en avait été malade, vraiment malade. Comme on est malade quand le seul plan sur lequel toute votre vie a été construite est anéanti en une seule phrase. Elle n'était pas, quoi qu'en disent les domestiques, une femme méchante. C'est ce qui rendait la chose triste. C'était une femme effrayée. C'était une femme à qui on n'avait donné que son visage et la promesse d'un titre. Elle avait tout misé sur le titre et venait de le voir passer au doigt d'une autre femme dans une église de campagne. Derrière sa cruauté, si quelqu'un avait regardé, il y avait la pure terreur de la pauvreté, de la vieillesse, de la lente noyade distinguée qui attendait une belle fille de comte ruiné, sans mari, sans fortune et sans plus aucun plan. Elle ne se mit pas à détruire Hesper Whitgrove par méchanceté. Elle se mit à la détruire parce que Hesper avait, sans le savoir, enlevé le dernier sol solide sous les pieds de Geneviève. Et une personne qui se noie entraînera quiconque à sa portée. Elle vit la duchesse entrer dans la maison Latchford. Elle s'était, en fait, donné pour mission de savoir où allait la duchesse. Et elle regarda ce qu'elle voyait. Et elle choisit délibérément la pire lecture. Et elle commença très doucement à la raconter. Elle le fit magnifiquement. Elle ne dit jamais un mot dur. C'était tout l'art. Elle laissa les éventails faire le travail.
Pauvre chose. La connaissez-vous? Non. Personne ne la connaît. C'est un peu le problème. On dit qu'elle est venue sans lui pendant la saison. Et qu'elle rend visite, eh bien, à la maison Latchford, de toutes les maisons. On n'aime pas dire Latchford, mais il est tout à fait... Oui, tout à fait. Et elle y est restée plus d'1 heure, ma chère, en pleine rue. Et elle est sortie avec une jeune personne, une compagne, dit-on. Ou c'est ainsi qu'elle l'appelle. Ah oui, ah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le poison se répandant dans la saison goutte à goutte, jamais traçable à la main qui l'avait versé. En 15 jours, tout le Londres à la mode avait une histoire sur la duchesse de Kelvin Ridge. L'histoire n'était pas la vraie. La vraie était qu'une femme courageuse avait sauvé une amie. La saison n'avait que faire de cela. La saison voulait l'autre chose, la chose délicieuse, la chute de l'inconnu qui avait visé au-dessus de sa condition. Et Lady Geneviève, se noyant, la leur donna à 2 mains. Hesper ne savait rien de tout cela. Elle installa enfin Frances dans une bonne et tranquille famille du Yorkshire, à 4 comtés de M. Latchford, avec une référence écrite de la main même du duc qu'aucune méchanceté de veuf ne pouvait toucher. Elle vit son ami monter dans la diligence du Nord, sa santé s'améliorant, son nom en sécurité. Elle se tint dans la rue de Londres et regarda la diligence s'éloigner. Elle ressentit la profonde et pure satisfaction d'une chose difficile bien faite. Puis elle rentra chez elle, dans le Shropshire, à Fen Knoll, vers ses poules, son mari et sa petite table chaude, sans aucune idée qu'elle ramenait le poison de la saison avec elle, plié invisiblement dans ses beaux vêtements neufs. Le poison atteignit Fen Knoll avant elle. C'était la manière de telle chose. Il voyagea par la poste rapide dans les lettres de connaissance bien intentionnées et mal intentionnées. Il attendait dans la maison lorsque la voiture de la duchesse remonta l'allée par une douce soirée d'avril. Elle rentra fatiguée, heureuse et totalement non préparée. Elle trouva son mari changé. Ce n'était rien de ce qu'il disait. Il ne disait presque rien. C'était là le problème. C'était là la terreur. Elle avait passé un hiver à apprendre à lire ses silences, et elle rentrait chez elle pour trouver un silence qu'elle ne pouvait pas lire. Un silence fermé, froid, l'ancien, celui d'avant. Il la rencontra dans le hall. Il fut courtois. Il lui demanda comment s'était passé son voyage. Il lui demanda des nouvelles de Frances, et entendit la réponse, et dit que c'était bien fait, d'une voix sans aucune émotion. Et puis il se retira dans son bureau, et la porte se ferma. Hesper se tenait dans le hall de sa propre maison, avec le plus étrange sentiment de froid. Elle était revenue à Fen Knoll et avait trouvé le duc d'il y a 2 ans attendant dans les vêtements de son mari. Elle alla voir la douairière. La vieille femme était près de son feu, et elle était en colère. Hesper le vit tout de suite, mais pas contre elle. Les mains fines de Tabitha tremblaient sur sa canne, et ses yeux pâles brillaient d'une fureur qui n'avait nulle part où aller. « Asseyez-vous, mon enfant, dit-elle. Vous ne savez pas, et vous devez être informé, et mieux vaut par moi que par cet imbécile qui s'enferme dans son bureau comme un animal blessé. » Sa voix se brisa sous l'effort. « Il y a une histoire qui circule dans le comté. Elle est venue de Londres pendant votre absence. C'est un mensonge, et je sais que c'est un mensonge. Et toute créature sensée sait que c'est un mensonge. Mais c'est un très bon mensonge. Et il a fait son travail. Et il a fait son travail principalement sur Everett, parce que Everett est le seul homme en Angleterre le moins capable de le supporter. » Elle lui raconta. Elle le raconta clairement. La maison Latchford, la rue ouverte, la compagne, les éventails, tout le lent poison de la saison. Elle lui raconta la forme qu'il avait prise au moment où il atteignit le Shropshire. Que la duchesse de Kelvin Ridge était montée à Londres dès que son mari avait eu le dos tourné. Qu'on l'avait vue là où aucune femme honnête ne va. Qu'elle avait ramené une histoire d'amis pour couvrir le tout. Hesper écouta et le sang lui monta au visage, brûlant. Pas de honte, mais de rage. Une rage pure et brûlante pour elle-même et pour Frances. « C'est un mensonge, dit-elle. Chaque mot. Je suis allé pour Frances. Vous savez que je suis allé pour Frances. Il le sait. Il m'a donné l'argent et la voiture et a écrit sa référence de sa propre main. Je le sais, dit la douairière. Bien sûr que je le sais. Écoutez-moi. » Elle se pencha en avant et son vieux visage était terrible d'amour et de peur. Ce n'est pas le mensonge qui est le danger. L'enfant ne croit pas au mensonge. Ne faites pas l'erreur de penser qu'il y croit. Il n'est pas ce genre d'imbécile. Elle fit une pause et sa voix baissa. Le danger est pire que la croyance. Le danger est que vous êtes parti et que vous êtes revenu. Pendant votre absence,
Il a eu 4 semaines d'une maison vide et d'un comté qui chuchotait. 4 semaines pour lui rappeler la seule chose autour de laquelle il a organisé toute sa vie brisée, ne plus jamais prendre de risques. Sa main se crispa. Il s'est permis de se soucier de vous, comprenez-vous? Pendant 2 ans, il ne s'est soucié de rien de vivant. La dernière fois qu'il a aimé quelqu'un, il l'a perdu derrière une porte fermée. Et il a juré de ne plus jamais se tenir dans ce feu particulier. Et puis vous êtes venu. Vous avez réparé la cour. Vous vous êtes assis à sa table. Vous l'avez appelé par son nom. Et il a laissé la porte de lui-même s'entr'ouvrir. Et à l'instant où elle était ouverte, le monde est entré et lui a montré exactement ce dont il avait peur. Qu'il pouvait être tourné en ridicule. Que la chose qu'il aimait pouvait sortir dans le monde et revenir en portant la ruine. Que se soucier a un coût et que la facture arrive toujours. La vieille femme se rassit, épuisée. Il n'est pas en colère contre vous, Hesper. Il est terrifié par vous. Et un homme terrifié derrière une porte fermée est la chose la plus difficile au monde à atteindre. Je le sais. J'essaye d'atteindre cet homme particulier depuis 2 ans. Hesper resta très immobile près du feu, et elle comprit. Et la compréhension était pire que la colère ne l'aurait été. Quelle était la porte fermée? Demanda-t-elle enfin doucement. Vous l'avez dit 2 fois. La dernière fois qu'il a aimé quelqu'un, il l'a perdu derrière une porte fermée. Son frère Kit. Elle rencontra les yeux de la vieille femme. Je sais que la cour était à Kit. Il me l'a dit lui-même en janvier, et cela lui a tout coûté de le dire. Mais il y a plus. Il y a toujours eu plus sous tout. Et personne dans cette maison ne le dira. Et je pense que peut-être il est temps que quelqu'un le fasse. Je pense que peut-être je ne peux pas atteindre mon mari tant que je ne sais pas exactement devant quelle porte je me tiens. La douairière la regarda longtemps. Le feu se tassa. Quelque part dans la grande maison, une horloge sonna, petite et lointaine. Non, dit enfin la vieille femme, et il y avait quelque chose de presque comme un soulagement là-dedans. Le soulagement d'un fardeau sur le point d'être déposé. Non, vous ne pouvez pas, et je ne vous le dirai pas. Elle leva une main contre la protestation d'Hesper. Je ne vous le dirai pas, parce que ce n'est pas mon chagrin à donner. Et parce que si vous l'apprenez de moi, ce sera un fait. Et si vous l'apprenez de lui, ce sera une guérison. Il y a une différence, mon enfant, et c'est toute la différence. Ses yeux pâles étaient stables. Mais je vous dirai où se trouve la porte. Alors ce sera entre vous et lui, comme cela aurait dû l'être depuis le début. Que Dieu vous aide tous les deux, car je suis trop vieille et trop près de la fin de ma propre route pour le faire à votre place. Elle prit une lente inspiration. Demandez-lui ce qui s'est passé la nuit où Kit est mort, pas comment il est mort. Tout le monde sait comment il est mort. Une fièvre après un mariage. Une chose assez commune qui tue une centaine de jeunes hommes par an. Demandez-lui ce qui s'est passé cette nuit-là. Demandez-lui ce qui a été dit. Demandez-lui, Hesper, la dernière chose qu'il a dite à son frère. Et puis, quoi que vous fassiez, ne le laissez pas refermer la porte avant qu'il n'ait fini de répondre. C'est tout ce que je peux vous donner. C'est plus que ce que j'ai donné à quiconque en 2 ans. Hesper se leva. Elle embrassa la joue sèche de la vieille femme, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et la douairière lui serra la main fermement un instant, féroce et sans mots, et la laissa partir. Elle n'alla pas le voir cette nuit-là. Elle était assez sage pour cela. Un homme dans le vieux silence froid ne pouvait pas être pris d'assaut. Elle avait trop bien appris sa grand-mère pour l'essayer. Elle attendit. Elle attendit 3 jours. 3 jours pendant lesquels il ne vint pas à la petite table. 3 jours pendant lesquels la fenêtre sur la cour resta fermée le matin. La maison reprit sa vieille forme autour de la peur de son maître. Et Hesper Whitgrove sentit son bref bonheur lui glisser entre les doigts, comme le dégel sur le lac. Elle nourrissait les poules seule chaque matin. Elle levait les yeux chaque matin vers le volet fermé. Et elle ne désespéra pas, car le désespoir était un luxe qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Mais elle s'en approcha pendant ces 3 jours gris, plus près qu'elle ne le laissa voir à personne. Le 4e jour, elle cessa d'attendre. Elle alla au bureau le soir, quand elle savait qu'il y serait. Et elle ne frappa pas. Elle entra. Il était à la fenêtre, bien sûr, le dos tourné à la pièce. Une grande silhouette sombre contre la dernière lueur du jour, et il ne se retourna pas. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il. Sa voix était plate, épuisée, murée. « Il est tard. Laissez-moi. »« Non, » dit Hesper. Elle ferma la porte derrière elle. Elle se tint le dos contre elle, de sorte que la seule porte de la pièce était fermée, et elle était à l'intérieur avec lui. Il n'y avait pas de sortie qui ne passait pas par elle. « J'ai attendu 3 jours que vous sortiez, dit-elle, d'une voix basse et stable. Vous ne sortirez pas. Je comprends pourquoi maintenant.
alors je rentre à la place. Et je ne quitterai pas cette pièce, tant que vous ne m'aurez pas dit la chose, que toute cette maison a été construite pour ne pas dire. Elle vit ses épaules se raidir. Elle continua, douce et implacable. De la même manière que l'on lance le grain au loin pour que les plus faibles puissent manger. Everett, parlez-moi de la nuit où Kit est mort. Dites-moi ce qui a été dit. Dites-moi la dernière chose que vous avez dite à votre frère. Le silence qui suivit fut le pire qu'elle ait jamais connu. Il dura si longtemps qu'elle pensa qu'il ne le briserait pas, qu'il resterait simplement à la vitre et la surpasserait en endurance, qu'elle avait mal jugé toute sa grammaire et avait perdu. Elle tint bon. Elle avait nourri des poules dans le froid glacial pendant 2 hivers. Elle pouvait rester dans une pièce silencieuse aussi longtemps qu'il le faudrait. Et enfin, au tout dernier moment, le dos toujours tourné vers elle et le visage toujours tourné vers la vitre sombre, le duc commença à parler. « Nous nous sommes disputés, dit-il. » Le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans le lac. Elle ne bougea pas. Elle ne fit pas un bruit. Elle laissa les ondulations s'élargir. Il avait 22 ans, mon âge quand j'ai hérité du titre, à peu près. Il voulait une commission. Il la voulait depuis des années. L'armée, un uniforme rouge, une guerre pour être un héros. Je ne voulais pas la lui acheter. Sa voix était terriblement égale. L'égalité d'un homme marchant sur le fil d'un couteau au-dessus d'un précipice. Notre père était mort. Notre mère était morte. Il ne restait que Kit et moi de toute la famille. Nous deux dans cette grande maison. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. J'avais déjà mis tous ceux que j'aimais en terre, espère. Il voulait que je lui achète une commission pour qu'il puisse aller se tenir devant les canons français. Et j'ai dit non. J'ai dit non de toutes les manières possibles. Cette dernière nuit, nous nous sommes disputés plus que jamais, ici, dans cette pièce. Et il a dit. La voix égale se brisa une fois et se raffermit. Il a dit que je ne voulais pas d'un frère. Il a dit que je voulais une possession qui resterait là où je la mettais. Il a dit que j'avais tellement peur de perdre des choses que j'avais cessé de les laisser vivre. Et j'ai dit, il s'arrêta. Hesper attendit. La pièce était noire maintenant, la lumière toute partie, et elle ne pouvait voir que sa silhouette contre la fenêtre, rigide, seule. « Dites-le-moi, dit-elle très doucement. Dites-le. C'est dans cette maison depuis 2 ans. Laissez-le sortir. » Je lui ai dit de partir alors, dit Everett. Je lui ai dit que s'il pensait si peu de la maison qu'il avait gardée et du frère qu'il avait élevé, il était le bienvenu. Je lui ai dit de sortir de ma vue. Ce furent les mots. Sortez de ma vue. Et il l'a fait. Une longue respiration, tremblante maintenant. Il a franchi cette porte. C'était en novembre. Il y avait une tempête qui venait des collines, et il était trop en colère pour attendre qu'elle passe. Trop en colère pour prendre la voiture ou faire quoi que ce soit de sensé. Il a pris un cheval et est parti dedans, pour me défier, pour me montrer qu'il pouvait aller où il voulait. Il est parti 2 nuits. Quand ils l'ont ramené, il était trempé jusqu'aux os et gris de froid. La fièvre l'a pris en 1 semaine, et il n'a plus jamais été assez lucide, à la fin, pour que je puisse. La voix se brisa complètement alors, non pas en larmes, mais en silence. Le pire silence, le vrai, celui autour duquel toute la maison avait été construite. Hesper traversa la pièce sombre jusqu'à lui enfin, et se tint à son épaule, ne le touchant pas encore. Assez près pour qu'il puisse la sentir là. La dernière chose que j'ai dite à mon frère, dit Everett dans la vitre en un murmure. La dernière chose que j'ai jamais dite à la dernière personne vivante que j'aimais était « Sortez de ma vue ». Et il l'a fait. Et il en est mort. Je n'ai pas pu dire un seul mot depuis que je n'ai pas pesé 3 fois. J'ai dit une chose en colère à Kit, et ça l'a tué. J'ai eu si peur depuis, de ce qu'un mot peut faire que j'ai cessé de dire ce qui comptait. Il se tourna enfin dans le noir, et elle put juste voir la ruine de son visage. Et puis vous êtes venu. Vous m'avez donné envie de parler. Vous vous êtes assise à cette table, et vous m'avez appelé par mon nom. Vous m'avez donné envie d'ouvrir à nouveau la porte. Et au moment où je l'ai fait, Londres est entrée et m'a montré ce qui se passe quand je me soucie. Cela revient en portant la ruine. Cela revient toujours en portant la ruine. Je ne peux pas vous arrêter, dit Hesper. Elle le dit doucement, mais c'était un ordre et cela l'arrêta. Vous avez porté cela pendant 2 ans, dit-elle. Et vous l'avez porté de travers. Je vais vous dire comment. Vous allez rester ici dans le noir et m'écouter, parce que j'ai gagné le droit d'être entendu dans cette pièce. Elle prit ses mains froides dans les siennes. Il ne se retira pas. Vous n'avez pas tué votre frère. Écoutez-moi.
Une fièvre a tué votre frère. Une tempête, un mariage et une fièvre qui tue 100 jeunes hommes par an ont tué votre frère. Pas une phrase, pas un sortez de ma vue. Vous vous êtes pris pour Dieu, Everett. Ces 2 années, vous avez décidé que votre parole avait le pouvoir de vie et de mort sur un autre homme adulte, que vous avez parlé et qu'il est mort parce que vous avez parlé. Ce n'est pas du chagrin. C'est de l'orgueil portant le manteau du chagrin. Vous n'êtes pas si puissant. Personne ne l'est. Il est parti dans une tempête parce qu'il était jeune, en colère et têtu. C'était le même garçon qui nommait chaque poule, qui voulait un uniforme rouge, qui pensait que son frère était une forteresse au lieu d'un homme effrayé. Il serait parti dans cette tempête pour n'importe quelle querelle. Ce n'étaient pas les mots. C'était la tempête. Les mots n'ont fait que briser votre cœur. Il n'avait pas le pouvoir de briser sa vie. Il tremblait maintenant silencieusement, ses mains froides agrippant les siennes. Et il y a ceci, continua-t-elle, implacable, douce. Vous vous êtes puni pendant 2 ans en devenant silencieux. Vous vous êtes dit qu'un mot peut tuer, alors vous avez cessé de dire ce qui comptait. Mais Everett, pensez, quelle voix avez-vous fait taire? Pas la vôtre, seulement la sienne, celle de Kit. C'était lui qui parlait. Votre grand-mère m'a dit qu'il parlait assez pour vous deux. Quand il est mort, vous avez fait sortir la parole de cette maison en pénitence. Et en le faisant, vous l'avez enterré 2 fois. Vous avez fermé sa cour. Vous avez fait taire sa voix. Vous avez fait de toute cette grande maison un tombeau pour un garçon qui aimait le bruit, les poules, les uniformes rouges et la vie. Ce n'est pas l'honorer, ce n'est pas du chagrin, c'est la chose la plus bruyante que vous auriez pu faire. Déguisé en silence, et cela a déshonoré la mémoire d'un garçon rieur chaque jour pendant 2 ans. Elle serra ses mains plus fort. Vous voulez vous racheter auprès de Kit? Alors vivez, alors parlez. Alors laissez sa cour être pleine de poules et sa maison pleine de voix. Et son frère être à nouveau un homme au lieu d'un fantôme à une fenêtre. C'est ça la réparation. Pas le silence. Jamais le silence. Le silence est la seule chose que ce garçon ne vous aurait pas pardonné. Le duc émit un son alors, bas et brisé. Ce n'était pas tout à fait un mot. Il baissa la tête. Hesper l'attira vers elle et le serra dans ses bras, ce grand homme grave et silencieux. Le serra dans le bureau sombre, au-dessus de la cour de son frère. Elle sentit enfin la chose en lui se briser, qui avait eu besoin de 2 ans pour se briser. Elle se brisa net. Il pleura. Ce ne fut pas gracieux et ce ne fut pas bref. Elle le serra dans ses bras pendant tout ce temps et ne dit rien, car il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qui devait être dit avait été dit. La tempête en lui passa, de la même manière que la tempête de novembre était passée, et laissa le monde lavé et calme. Quand enfin il releva la tête, le pire de 2 ans avait quitté son visage, et quelque chose de jeune, de ruiné et de vivant y était revenu. L'affaire de Londres, dit-il, d'une voix rauque, ses mains toujours dans les siennes. Je n'y ai jamais cru. Vous devez savoir que je n'y ai jamais cru. Je savais pourquoi vous étiez parti. Je sais ce que vous êtes. Ses yeux gris scrutèrent son visage. Ce n'était pas le mensonge. C'était que vous étiez parti et revenu. Et j'avais si peur de combien je... Il s'arrêta. Et puis un homme qui n'avait pas dit un mot qui comptait en 2 ans, il se força à dire celui qui comptait le plus. « Combien je vous aime, dit Everett. »« Voilà, je l'ai dit. Ça n'a tué personne. Vous aviez raison. Vous avez toujours raison. C'est insupportable chez une femme. » Et Hesper Whitgrove rit, d'un rire humide et craquelé dans le noir. « J'essaierai d'avoir tort de temps en temps pour votre confort, dit-elle. » Puis elle cessa de rire, parce qu'il l'avait attirée à lui. Là, dans le bureau, au-dessus de la cour, au-delà de tous les murs et de tous les silences, le duc et la duchesse de Kelvin s'embrassèrent pour la première fois. Pas comme un marché, pas comme un sauvetage, comme 2 personnes qui avaient choisi, les yeux ouverts, de cesser d'avoir peur. Le scandale ne leur survécut pas. Les scandales survivent rarement à la vérité quand la vérité décide enfin de se lever. Le duc fit une chose ce printemps-là, dont le comté parla pendant une décennie, mais pas de la manière dont Lady Geneviève avait voulu que l'on parle de quoi que ce soit. Everett, duc de Kelvin, qui n'avait pas été vu dans une salle publique depuis 2 ans, mit son bon manteau et sortit dans le monde. Il emmena sa femme à l'assemblée du comté à Aldermere, les mêmes salles où elle s'était tenue autrefois invisible, derrière la chaise d'une vieille femme. Il entra avec la duchesse de Kelvin à son bras, devant tout le comté qui le dévisageait, et il ne la quitta pas d'une semelle. Il parla prudemment, sobrement,
de sa manière basse et grave, mais il parla. Il parla à quiconque s'approchait, de sa femme, de l'ami qu'elle avait sauvé à Londres, à sa propre demande et à ses frais. De la famille du Yorkshire qui bénissait maintenant son nom. Il parla de M. Latchford, qu'il nomma sans chaleur et ruina sans effort. Un duc qui choisit de parler clairement d'un homme est beaucoup plus puissant qu'une belle femme chuchotant derrière un éventail. L'histoire se retourna en une seule soirée. À la fin de la nuit, le délicieux conte de la saison sur la chute de l'inconnu était devenu un conte entièrement différent. C'était le conte d'un grand-duc en deuil, ramené à la vie par une femme d'une telle qualité qu'il était sorti de 2 ans de deuil pour se tenir à ses côtés. Le comté, qui aime une chute, découvrit qu'il aimait encore mieux une résurrection. Lady Genevieve était là. Elle devait l'être. Rester à l'écart aurait tout confirmé. Elle se tenait près de la cheminée, où elle s'était toujours tenue, belle, fragile. Et elle regarda la chose qu'elle avait construite s'effondrer autour d'elle. Et il n'y avait aucun triomphe nulle part dans la pièce pour Hesper en la regardant. Seulement cette vieille pitié inutile, plus aiguë maintenant. Elle trouva Geneviève seule tard dans la soirée, dans l'antichambre froide de la salle de bal. Et ce n'était pas un accident qu'elle la trouve. Hesper était allée la chercher. « Vous avez gagné, dit Geneviève sans se retourner. Sa voix était stable, mais ses mains ne l'étaient pas. Vous n'aviez pas besoin de venir le voir. Je suis consciente que vous avez gagné. Je ne suis pas venu voir quoi que ce soit, dit Hesper. Je suis venu vous dire que je sais pourquoi vous l'avez fait. Geneviève se tourna alors, le menton levé, les yeux brillants, durs et effrayés. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous avez 26 ans, dit Hesper doucement. Je sais que votre père est ruiné. La maison en ville est louée. Votre dot a disparu. Vous avez été élevé toute votre vie pour être une seule chose. Et vous manquez d'années pour l'être. Je sais que lorsqu'une femme n'a que son visage et une promesse, et que la promesse est enlevée, elle fera beaucoup pour la récupérer. Je sais tout cela, Lady Genevieve, parce qu'il y a 2 ans, j'étais à un caprice de vieille femme d'être exactement là où vous vous tenez. Je n'ai pas de fortune propre. J'ai 400 livres que je ne peux pas toucher et beaucoup de latin. La seule chose entre moi et votre position est la chance. Je ne l'ai jamais oubliée. Je ne vais pas commencer à l'oublier ce soir. Le visage de Geneviève était devenu très blanc. Alors vous êtes venu vous vanter. Je suis venu vous faire une offre, dit Hesper. Vous me détesterez pour cela. Je préférerais que vous me détestiez au chaud et nourri plutôt que de vous plaindre froide et ruinée. Elle soutint le regard furieux et effrayé de l'autre femme. Mon mari détient les hypothèques de Brackoth, ou peut les avoir d'un mot à son homme d'affaires. Ce mot peut être dur ou doux, il sera doux. Les affaires de votre père peuvent être discrètement arrangées. Personne n'a besoin de savoir d'où cela vient. Et vous? Vous avez une cousine dans le Nord, me dit-on, une veuve de bonne fortune, qui cherche une compagne de famille depuis 12 mois. Et n'a pas pu en trouver une qui ne la condescende pas. Ce n'est pas Londres, ce n'est pas un titre. C'est une maison décente et un revenu décent. Et un moyen de sortir de l'eau dans laquelle vous vous noyez. Je peux l'arranger pour la Saint-Michel. Elle fit une pause. C'est mon offre. Vous pouvez cracher dessus si vous le souhaitez. Mais vous vous noyez, Lady Genevieve. Et j'ai été dans cette eau. Et je découvre que je ne peux pas rester sur la rive et regarder. Quoi que vous m'ayez fait. C'est un défaut en moi. Mon mari a le même. C'est pourquoi nous nous entendons. Genevieve la dévisagea. Pendant un long moment, son beau visage se contracta. La fureur, la terreur, la honte et un soulagement sauvage et incontrôlable se battant en lui à la fois. Puis, à sa propre horreur évidente, elle se mit à pleurer. Pas joliment, pas pour l'effet. C'étaient les larmes laides et déchirantes d'une femme fière et effrayée, à qui la seule personne sur terre ayant le plus de raisons de la retenir a montré de la pitié. « Pourquoi ?» réussit-elle à dire. « Pourquoi feriez-vous cela ?»« Parce que ça aurait pu être moi, » dit simplement Hesper. « Parce que ça a failli être moi. C'est la seule raison qu'il y a, et c'est suffisant. » Elle la laissa là. Elle ne raconta pas tout à Everett, seulement assez. Les hypothèques de Brackworth furent discrètement arrangées cet été-là. Lady Genevieve partit dans le Nord chez sa cousine veuve à la Saint-Michel. Elle fit, de l'avis de tous, une assez bonne compagne, une fois qu'il y eut de la nourriture sur la table et un toit qui était le sien, et plus aucune promesse à briser. Si elle ne pardonna jamais tout à fait à Hesper pour le sauvetage, elle ne raconta plus jamais l'histoire non plus. Et avec le temps, le comté oublia qu'elle avait jamais été racontée. Sa défaite, quand Hesper y pensait,
ne ressemblait jamais à une victoire. Elle ressemblait à ce qu'elle était. Une femme effrayée sortie de l'eau par la seule main qu'elle avait essayé le plus fort de mordre. Il n'y avait pas de triomphe là-dedans. Il n'y avait que la simple et triste décence de la chose, ce qui était tout le triomphe que Hesper avait jamais voulu. Le reste de l'histoire est plus calme, comme l'est le meilleur de toute histoire. Everett ne devint pas un homme bavard. Ce n'était jamais en lui, et Hesper n'aurait pas voulu cela. Elle avait épousé un homme de silence, avait appris leur grammaire et les avait aimés. Mais il devint un homme qui disait les choses qui comptaient. Il les disait lentement et rarement, et elle valait la peine d'être attendue. Il dînait à la petite table tous les soirs. Il se promenait dans la cour la plupart des matins et nourrissait les poules aux côtés de sa femme. Et le comté, qu'il avait cru fou, décida plutôt qu'il était simplement excentrique. Ce qui, chez un duc, est la même chose que d'être admiré. Ils ouvrirent l'aile ouest cet été-là, ensemble. Ils enlevèrent les draps des chambres de Kit et laissèrent entrer la lumière. Hesper trouva le livre, celui dont Everett lui avait parlé. Le livre des poules, avec chaque nom écrit d'une main désordonnée de garçon. Elle ne pleura pas dessus, et lui non plus. Ils le lurent ensemble près de la fenêtre, riant des noms. Une poule nommée Bonaparte, un coq nommé l'Archevêque. C'était la première fois que le nom de Kit était prononcé dans cette maison, sans que toute la maison ne tressaille. Après cela, cela devint plus facile, jusqu'à ce que le garçon soit à nouveau une présence dans le lieu, au lieu d'une absence. Un fantôme rieur qui avait aimé le bruit. Enfin, restauré dans une maison qui avait appris à en faire. La douairière vécut pour le voir. Elle vécut pour voir l'aile ouverte et la table pleine, et son petit-fils rendu au monde. Elle fut féroce, vive et impossible jusqu'à la toute fin. Puis vint doucement le printemps suivant, dans son sommeil, près de son propre feu. Une vieille femme qui avait accompli le dernier grand travail de sa vie et le savait. Sa mort fut le seul chagrin que le bonheur ne put effacer. Et Hesper n'essaya pas de l'effacer. Elle le porta simplement comme elle portait toutes les choses dures et vraies, sans se plaindre. Tabitha avait tendu la main à travers 2 vies solitaires et les avait jointes de ses propres mains usées. Et elle avait vécu juste assez longtemps pour les voir se tenir. Il y a de pires façons pour une longue vie de se terminer. Ils nommèrent leur premier enfant en son honneur. Elle naquit l'hiver suivant, dans le froid dur et lumineux. Une petite fille furieuse aux yeux sombres qui vint au monde en beuglant, comme si elle voulait rattraper d'un coup les années de silence dans cette maison. Ils la baptisèrent Tabitha, pour la vieille femme qui avait rendu tout cela possible. Le comté vint en nombre au baptême, car l'héritier d'un duc est l'héritier d'un duc, même si c'est une fille. Et ils vinrent parce que l'histoire de Kelvin Ridge était devenue à ce moment-là l'histoire que le comté aimait le plus raconter sur lui-même. C'était le conte du duc silencieux et de la fille qui nourrissait ses poules. Et comment elle l'avait ramené d'entre les morts, un matin gris à la fois. Un matin, au cours de son 3e printemps de mariage, Hesper Whitgrove se leva avant le jour, comme elle le faisait toujours. Et elle descendit à travers la maison endormie jusqu'à la cour. C'était la même cour, le même pommier penché, le même poulailler que ses mains avaient réparé. Le même joyeux vacarme des poules qu'il avait entendu avant de la voir. Le givre fumait sur le toit. Un héron s'éleva au-dessus du lac d'un lent battement d'ailes grises. Elle lança le grain au loin pour que les plus faibles puissent manger. Mais ce n'était pas du tout la même chose, et elle le savait. Et le savoir était la totalité de son bonheur. Elle ne leva pas les yeux vers la fenêtre. Elle n'en avait pas besoin. La fenêtre était ouverte, et elle resterait ouverte maintenant par tous les temps. Parce que l'homme qui l'avait observée de derrière elle pendant 2 ans avait enfin appris à descendre. Elle entendit la porte de la cour. Elle entendit ses pas sur les pavés, puis Everett fut à côté d'elle dans la lumière grise. Le duc de Kelvin dans son vieux grand manteau au col relevé. Leur fille reposait chaude contre son épaule, enveloppée dans le châle gris-violet de la douairière. Il était venu nourrir les poules avec sa famille à la première lueur d'un jour ordinaire. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il prit la pelle de sa main et lança une poignée de grains, de la manière qu'elle lui avait apprise, sans le lui apprendre. Les poules vinrent à eux deux sans crainte. L'enfant sur son épaule émit un petit son ravi devant les petits oiseaux ravis, et le soleil se leva, gris et rose, sur les collines du Shropshire, comme il s'était levé chaque matin de sa vie. Hesper avait passé 1 heure, une fois, dans une pièce bondée, à apprendre la forme exacte de l'invisibilité. Elle s'était dit que cela n'avait pas d'importance.
qu'elle ne s'en souciait pas, qu'elle n'avait pas sa place dans des pièces comme celle-là et ne l'aurait jamais. Elle avait eu raison sur les pièces et tort sur l'importance. Cela avait terriblement compté. Elle ne savait simplement pas alors ce que ce serait de se tenir dans une simple cour froide, à la première lueur du jour, et d'être vue entièrement, quotidiennement, par la seule Père Dieu au monde qui avait appris sa valeur avant même qu'elle ne prononce un mot. Et elle n'avait pas su ce que ce serait de le voir en retour, tout aussi entièrement, tout aussi simplement, à travers la petite distance qui était tout ce qui restait entre eux maintenant. Chaque matin, elle avait nourri les poules dans la cour, et chaque jour, le duc silencieux l'avait observé. Aucun d'eux n'avait su au début que l'observation était tout un langage, ou qu'un langage n'est jamais que le début d'une vie. Ils le savaient maintenant. Ils avaient le reste de leur vie pour le parler couramment. Elle appuya sa tête contre l'épaule de son mari, au-dessus de leur fille endormie, et regarda les poules et ne dit rien. Rien n'avait besoin d'être dit. Ils deux avaient enfin appris la seule chose que la grande maison silencieuse n'avait jamais su. Certains silences ne sont pas du tout l'absence de mots. Ils sont le calme profond et content de personnes qui n'ont plus rien à craindre l'une de l'autre. Debout ensemble dans la lumière ordinaire, vous. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.